Bonjour, donc je m'appelle Samia Clouche. Si je devais me remémorer de tous les moments importants de ma vie et ce qu'ils m'ont apporté d'essentiel dans ce que je suis aujourd'hui et dont la façon dont je les utilise professionnellement, je reviendrai volontiers à la posture que j'ai eue lors de mon enfance entre mon père et ma mère. C'était un couple qui s'entendait, mais ma mère était psychiquement malade, si bien que je me suis retrouvée à être la confidente de mon père et de ma mère, bien sûr chacun de leur côté, chacun leur tour, et d'entendre les reproches que l'un faisait à l'autre. Je devais être profondément à l'écoute, et ce qu'ils attendaient de moi et l'un et l'autre, c'était que je puisse les comprendre, que je puisse les entendre et que je puisse compatir à leur situation douloureuse qu'ils partageaient avec moi. Et ça m'a complètement modelé pour être dans la capacité d'écouter les autres, de comprendre, de compatir, d'être dans une empathie naturelle. Comme si, parce que j'étais là, et c'est ce que me disent mes clients, ils n'ont aucun mal à se confier à moi, me disent-ils, alors que, a priori, ce ne sont pas des gens qui se confient facilement. Comme si j'avais développé en moi, par la posture que j'ai eue en tant qu'enfant, face à mon père et à ma mère, la capacité de laisser de l'espace à l'autre pour oser exprimer ce qu'il n'ose pas exprimer, ce qu'il n'ose pas dire, ce qui est tu chez un individu et qui, dans la relation avec moi, peut s'exprimer. Et ça, du coup, en tant que coach, que je fasse un coaching à un dirigeant, à un manager, à une équipe, naturellement, la personne se sent à l'aise, confortable pour me dire ce qui souvent n'est pas à dire. Bien souvent, j'entends mes clients dire « ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais dit à personne, je n'ai jamais osé en parler. Ça a toujours été un sujet délicat pour moi professionnellement. » Et pourtant, sans que je ne leur pose de questions directement et spécifiquement, bien que mon métier de coach soit celui où je dois poser des questions qui amènent le client à réfléchir différemment, à créer d'autres cadres de référence que les cadres de référence habituels. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'ai développé naturellement, sans effort, parce que c'est une expérience qui date de ma préadolescence. La capacité d'écoute dans le métier de coach, qu'il s'agit du coaching d'organisation ou du coaching d'un dirigeant ou le coaching d'une équipe, l'écoute, la capacité à comprendre, à ne pas juger et à être totalement, autant que possible, à la fois présent dans une qualité d'être là, mais à la fois transparente pour ne pas que l'individu se sente épié, comme un mur où peut venir se refléter la parole de celui qui a besoin d'exprimer les choses pour concevoir et trouver son chemin afin d'atteindre ses objectifs, que ce soit celui d'une équipe ou celui d'un individu dirigeant, ou quelle que soit la posture de l'individu dans l'organisation. Ça, c'est un point important. L'autre point important qui a été pour moi,
comme une révélation, c'est le fait d'être là. Alors, le fait d'être là, vous me direz, oui, on est tous là, mais on n'est pas tous là, complètement là. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir été nommée Samia, mon prénom c'est Samia, en arabe ça veut dire celle qui est dans le ciel. Vous savez que les prénoms ont une incidence directe, indirecte sur nos comportements ou sur les attentes des parents qui nous nomment. Et le fait de m'appeler Samia, celle qui vient du ciel ou qui est dans le ciel, a fait que si on est dans le ciel, c'est un peu plus difficile d'être sur terre. Parce que dans ce cas-là, il y a tout un chemin pour aller du ciel, poup, et descendre sur terre. Et être sur terre, c'est prendre racine, prendre forme. Alors on prend forme en naissant, ça c'est une première chose, mais après on prend forme en s'incarnant. Et quand on a un prénom qui, parce que ciel nous amène à être moins incarné, la chose est plus complexe. Et il a fallu pour moi plusieurs années avant que j'habite mon corps. Alors quand je parle d'habiter mon corps, ça signifie sentir mon corps, sentir mes jambes, sentir mon bassin, sentir que là je suis en train de bouger les mains pour accompagner ma parole, et donc que mes doigts, mes poignets, mes bras, toute la partie haute de mon corps est engagée vers vous dans cet échange. Et de le sentir, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre être dans son corps et sentir son corps. On peut avoir l'un sans l'autre. Et le fait d'avoir travaillé sur moi, d'avoir fait des exercices, des pratiques, avoir suivi des thérapies diverses et variées pendant un certain nombre d'années, ça m'a vraiment amené à être pleinement là, dans la sensation de mon corps. Et qui dit sensation du corps, dit écoute du souffle, écoute du silence, écoute de ma présence. Et c'est par ces éléments-là que j'ai une écoute plus dense, parce que j'amène l'individu à se confier, à ouvrir son cœur, à oser dire sa difficulté ou ses ambitions ou ses rêves, ses objectifs les plus fous, grâce à l'espace que je laisse en moi disponible pour être à l'écoute de l'autre, mais d'abord et avant tout pour être à l'écoute de moi, pour être à l'écoute de ma présence, pour être à l'écoute de mon souffle et pour être à l'écoute des émotions qui me traversent lorsque je suis en relation avec l'autre. Et cet espace disponible, cette vacuité que je laisse en moi, cet espace peut venir en résonance avec l'espace de l'autre pour qu'il se confie, pour qu'il ose aller dans des sphères inconnues, pour s'autoriser à réaliser des rêves et des objectifs, pour poser une dimension de lui-même ou d'elle-même novatrice, différente. Donc le prénom, la difficulté à m'incarner m'a appris à accompagner l'autre dans cette difficulté. C'est-à-dire de pouvoir commencer par dire à mon client très bien, nous sommes là, nous sommes installés pour un coaching, ou vous êtes installés, si je m'adresse à une équipe, comment pouvez-vous chacun être vraiment là? Et parce que j'ai cette capacité naturelle maintenant à être dans ma présence, j'ai du coup la capacité de modéliser quelque chose et d'amener l'autre, les autres, dans ce processus, parce que j'en ai un peu plus d'expérience et parce que du coup ils peuvent développer leur confiance pour aller dans des chemins non expérimentés et non habituels dans notre société.
personne dans la société ne vous dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, installez-vous, nous allons travailler ensemble ». Mais avant tout, soyons déjà présents l'un et l'autre ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Et c'est pourtant si essentiel. Sinon, on reste à la surface des choses. On reste à la surface de la relation. Et la relation construit le contrat fondateur qu'il y a dans chaque relation professionnelle. Dans chaque contrat, il y a les affects, les engagements et l'expérience que l'un et l'autre, que les deux systèmes vont amener pour cheminer ensemble, pour produire et réaliser des solutions, des actions, du développement au sens plus large. Donc ça, c'est le deuxième élément. Un autre élément de ma vie qui m'a extrêmement nourri, chahuté, enrichi, c'est la notion de rupture, c'est les départs. C'est-à-dire que je viens d'une famille où déjà mes grands-parents ont changé de culture, de langue, de religion. Et lorsque mes parents ont quitté un premier pays, puis un second pays, donc j'ai vécu dans plusieurs pays, le Maroc, l'Algérie, un petit peu en Suisse, un petit peu aux États-Unis, puis en France, ces différentes ruptures ont été dans un premier temps des souffrances, parce que je les voyais comme des ruptures. Et à force de faire des ruptures, de déménager, ces ruptures sont devenues juste des changements. Et le changement, c'est l'adaptation au changement. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de ces expériences, les ruptures, les petites morts, les cessations de quelque chose pour passer à autre chose, sont devenues pour moi comme une seconde nature. Et naturellement, j'ai développé la capacité d'accompagner le changement. Parce que le changement, depuis toute petite, je l'ai toujours vécu et mes ancêtres l'ont vécu. Comme s'il y avait un élément de changement dans l'ADN qui me constitue. C'est-à-dire le changement, c'est la vie. Mais c'est vrai pour nous tous, mais c'est vrai pour certaines personnes plus que d'autres, et notamment les gens déracinés, multiculturels, parlant plusieurs langues, sentant différentes façons de voir le monde, parce que obligés de s'adapter à des circonstances d'urgence importantes et rapides. Donc une plasticité mentale qui fait que, comme on dit dans ma famille, on devient caméléon ou on meurt. On s'adapte au contexte, on s'adapte aux circonstances, on s'adapte aux individus. Et j'ai été, je dirais presque élevée par un père qui me dit « Avec des gens riches, tu dois te sentir riche. Avec des gens pauvres, tu dois te sentir dans l'humilité la plus totale. Quoi qu'il arrive dans la relation à l'autre, adapte-toi à son discours, à son langage, à sa croyance, à ses cadres de référence. » Et ça devient, effectivement, à force, une seconde nature. Si bien que l'expertise que j'ai dans l'accompagnement du changement des systèmes, des organisations, l'adaptation des individus au changement est une partie presque inhérente de ma personnalité, par le changement de langue, par tous les changements que j'ai pu traverser et qui m'ont fait prendre conscience que le changement était une chance. Que si je n'avais pas, par exemple, été licenciée quand j'étais directrice de communication, je ne me serais jamais autorisée à devenir journaliste de presse écrite dans des grands groupes de presse. Si je n'avais pas eu une rencontre avec une jeune femme qui travaille à France Culture et qui a eu un accident
et qui devait être remplacé au pied levé, je n'aurais jamais travaillé pour les chemins de la connaissance avec Claude Métras pour cette émission. La vie est une succession de ruptures et de réponses à la rupture avec l'adaptation. Et cette expérience, ces différentes expériences de vie m'ont amené à fluidifier et à, je dirais, comprendre cette chance comme lorsque je me rappelle de casser un verre, de me dire « c'est génial, je vais pouvoir changer de service de verre à eau. Quelle merveille !» Donc c'est une chance. Et de voir la chance de nos ruptures, c'est avoir une autre vision du monde. C'est considérer que la vie impulse en nous des chemins que nous n'aurions jamais eu l'idée d'explorer. Parce qu'on serait resté dans les rails habituels. Et nous avons la grande chance en tant qu'humains d'être déraillés, si je puis dire, très régulièrement par la vie. Et ça, quand on en prend conscience, ça devient du nectar. Ça devient quelque chose qui va devenir moteur et dynamiser nos vies. L'autre grand changement, en tout cas grand moment de traversée difficile, c'est la notion de la mort. J'ai perdu ma mère, j'avais 20 ans, et mon père est mort lorsque j'avais 23 ans, donc assez jeune. Et ces événements font que on prend conscience que on est devant le précipice, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne avant nous, père et mère, qui vont faire la charnière, qui vont nous protéger de la grande inconnue, de l'avenir, de la vie. Et on devient adulte, et on devient plus mûr. Il me semble que quand on a toujours quelqu'un qui nous protège, un N+1, on va prendre moins de risques que si on crée notre entreprise ou si on est soi-même DG ou PDG. La décision que l'on va prendre, on va la prendre à 100% s'il n'y a personne devant nous. Tant qu'il y a quelqu'un devant nous, un N+1, on va prendre des décisions mais de façon réduite. On va s'engager mais pas pleinement. Parce que le regard de l'autre va inhiber quelque chose. Et donc on ne va pas prendre sa vie à 100% professionnellement, on va la prendre partiellement. Sauf quand on crée son entreprise ou quand on est son propre, on est auto-entrepreneur ou en profession libérale. Mais sinon, il y a toujours comme une retenue de l'attente de l'assentiment du N+1, qui est le parent symbolique, qui n'a rien à voir avec le parent, bien sûr. De la même manière qu'une entité ne va pas s'engager à 100% tant que la maison mère ne va pas valider ou ne va pas autoriser. Donc en fait, ce sont des successions d'autorisations que l'on ne se donne pas et qu'on attend de l'extérieur tant qu'on n'a pas perdu ses parents. Donc pour moi, ça a été une grande richesse, un grand malheur, mais une grande richesse d'avoir perdu mes parents si jeunes parce que ça m'a autonomisée de façon très rapide, ça m'a obligée à prendre des responsabilités, des engagements, des risques que je n'aurais sans doute pas pris si j'avais été maternée ou en tout cas si tout simplement mes parents avaient été là en sachant que s'il m'arrivait un pépin, ils étaient là. Non, il n'y avait plus personne en cas de pépin. J'étais mon propre père et ma propre mère, symboliquement, en cas de pépin. Il fallait que j'assure. Et du coup, ça me permet aujourd'hui d'accompagner mes clients, les organisations que j'accompagne, de façon à les amener à oser, à se lancer et à mettre en place leurs propres autorisations. De ne pas attendre qu'un système extérieur
une entité extérieure, des warnings extérieurs pour se lancer. Oser prendre des risques. Parce que la vie, c'est la plus grande prise de risque qu'un être humain puisse appréhender, ou qu'un système puisse appréhender. Un système vivant, une organisation vivante, une entreprise qui reste dynamique, prend des risques, invente, innove. Et l'innovation, l'invention, la création de nouveaux modes opératoires, de nouveaux segments, c'est une prise de risque, mais c'est une prise de vie. Et ça, c'est quelque chose que je peux expérimenter avec les entreprises, avec les équipes et les individus que j'accompagne. Et puis, les ruptures, c'est-à-dire mon compagnon est décédé et ce que l'expérience m'a appris, c'est que ce qui est là est là. Ce qui est présent dans l'instant est une grâce du ciel, est une chance. Et quelque chose que nous devons reconnaître, accepter, savourer. Et que demain, les choses seront différentes et que c'est très bien comme ça. Donc, en permanence, avoir cette capacité d'accueillir ce qui vient comme ça vient, en ayant la conviction que ce qui est parfait. Et ça, dans une organisation. Un client ne souhaite plus renouveler son contrat, c'est une chance. C'est parfait. Ça nous laisse l'espace d'appréhender de nouveaux segments, de nouvelles cibles, trouver de nouvelles stratégies, élaborer des nouvelles façons de développer un système différent. Ce qui casse, ce qui ne fonctionne plus, nous permet de garder l'esprit en éveil. Et dans un système, c'est une véritable chance. C'est une opportunité. Et de comprendre que la mort de toute chose, de tout système, de tout fonctionnement, est une possibilité pour nous de rester un système vivant, dynamique, toujours capable de changement, c'est-à-dire adapté à la vie. Avoir une stratégie, c'est déjà être déconnecté d'une vie. Qu'une organisation ait une stratégie, quelle est une vision? Oui. C'est-à-dire qu'elle ait une intention globale d'aller dans telle direction, sans micromanagement, c'est-à-dire sans trop détailler les intentions. Pas fixer les objectifs, mais juste en dessiner les contours. Et parce qu'on dessine les contours et qu'on est dans l'intention globale, le système se met en route par lui-même. Alors bien sûr, on va avoir des instruments de mesure, on va mettre en place des processus, on va faire un certain nombre de réglages, de vérifications, mais on a une intention que l'on suit, ce qui va donner notre vision, mais on ne va pas développer trop de détails dans la stratégie. Et bien souvent, on cherche dans une intention de réalisation à trop détailler, et du coup, l'espace de vie reste trop plein et pas assez vide, pas assez fluide pour que les choses s'emboîtent, s'organisent d'elles-mêmes, sans effort. Nous sommes trop souvent dans une intention d'effort, de tout contrôler. Or, la vie d'une organisation, d'un système, une entreprise, qui est un système vivant, ne peut pas être dans le contrôle permanent. Parce qu'une organisation est constituée d'humains et qu'un humain, ça ne se contrôle pas. Il peut juste, chaque individu peut juste comprendre son processus et être à l'écoute du processus qu'il met en place, de relations, son processus opérationnel de réalisation d'actions, sa stratégie pour mettre en place et en œuvre la réalisation d'un objectif. Mais
il ne peut pas se contrôler. Donc une entreprise, c'est un ensemble d'humains qui sont soumis aux mêmes lois. On ne peut pas tout contrôler chez un humain. Et on peut mettre tous les processus que l'on veut dans un système d'organisation, dans une entreprise. Il n'en demeure pas moins que parce que une organisation est un ensemble d'humains non contrôlables, tous les processus de contrôle sont un leurre. On peut contrôler jusqu'à un certain point. Mais plus on contrôle, plus on réduit l'intention globale. Et cette intention globale, lorsqu'elle est ouverte, laisse l'espace aux situations nouvelles de se tisser, de se tricoter pour répondre à l'intention globale. Or, ce que font la plupart des entreprises, c'est qu'on veut tout détailler, micro-détailler, pour être sûr d'atteindre l'objectif. Et malheureusement, on n'atteint pas forcément les objectifs. D'autant que les objectifs sont linéaires et qu'on veut, en fait, globalement, on veut toujours gagner plus, augmenter le chiffre d'affaires. Voilà, avoir une augmentation à 2 chiffres. Mais ce n'est pas ça, développer une entreprise. Pas uniquement ça, ce n'est pas juste en termes de chiffres, c'est comment on développe les hommes et les femmes qui en font partie et qui la constituent. Sans les hommes et les femmes, il n'y a pas d'entreprise. On peut mettre tous les processus possibles et imaginables. Ce désir de contrôler la vie est contre-productif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans mon deuil. Accepter que mon compagnon soit malade. Accepter que je ne peux rien faire contre ça. Accepter juste l'idée que je peux l'accompagner, mais pas changer son destin. Accepter l'inacceptable. Et reconnaître que ce qui est parfait, probablement pour lui et pour moi, même si en apparence, ça n'est pas quelque chose de logique, ça n'est pas si évident. Ça demande un travail, ça demande de la distance sur ce que l'on vit. De la même manière qu'une organisation a besoin de prendre de la distance sur les processus d'organisation qu'elle met en place, sur la façon dont elle crée de la confiance et de la sécurité chez tous les individus qui constituent le système. Et ça, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas, comment dire, compréhensibles si on n'a pas les expériences qui nous permettent de mettre en place de façon naturelle des façons de fonctionner différemment. Voilà, ça n'est pas dans la norme et c'est à partir de l'expérience douloureuse en apparence, et je dis en apparence parce qu'elle peut être douloureuse mais elle reste douloureuse en surface, mais si les expériences de vie sont douloureuses, si on arrive à transformer cette douleur en compréhension et en prise de décision, c'est-à-dire en capacité de rebondir sur un événement, alors on se libère de quelque chose. Alors il y a une énergie qui nous amène à appréhender la vie de façon dynamique, vivante, vibrante. Voilà ce que je voulais partager de mes moments essentiels et de mes apprentissages et surtout de la façon dont nous pouvons voir différemment les choses, que ce soit à titre personnel ou professionnel ou en termes d'organisation. Merci de votre écoute. À bientôt, j'espère.